Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, je me présente, Léa Jacquier, Content Manager de Signaturit. Donc, je vous présente aujourd'hui notre deuxième webinaire sur le thème de la digitalisation des RH, avec pour thème donc l'importance du facteur humain pour réussir sa transformation digitale, avec notre invité spécial Vincent Berthelot, que je laisserai se présenter par la suite. Donc, avant ça, je souhaitais vous présenter brièvement Signaturit pour que vous puissiez comprendre qui nous sommes. Alors, Signaturit est un éditeur de logiciels SAS qui a été créé à Barcelone en 2013. Donc, Signaturit contribue à la digitalisation des entreprises grâce à ses solutions innovantes dans le domaine de la signature électronique, de l'envoi recommandé électronique et l'identification électronique. Donc, en fait, Signaturit permet de digitaliser et d'automatiser tous les processus de signature de documents et de contrats de manière légale et sécurisée. Et donc, l'utilisation des services de Signaturit permet notamment aux services RH d'accélérer et de simplifier leur processus de recrutement et de gestion du personnel. Donc, nous avons décidé d'organiser ce webinaire aujourd'hui et voilà les suivants à venir sur des thèmes liés à la digitalisation des services RH pour vous accompagner dans votre transformation digitale à laquelle nos solutions de signature électronique contribuent. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous y reviendrons à la fin de la présentation. Merci à tous et je laisse maintenant la parole à Vincent. Bon webinaire. Alors, bonjour à tous. Je vais être très simple et court sur la présentation parce que je pense que, comme tout le monde, quand vous êtes intéressé, vous allez sur Google pour regarder la personne et vous trouverez assez facilement les différents écrits que j'ai pu avoir sur LinkedIn. Ceci étant, c'est assez drôle parce que vous voyez avec un casque de gamer, avec derrière un fond vert, c'est que j'ai piqué tout le matériel à mon fils et qu'on est super content avec Léa, déjà que ça fonctionne. Vous voyez, c'est un peu comme les projets digitaux, c'est-à-dire qu'on se dit, waouh, on a réussi la technique, déjà c'est formidable. Et il y a encore 5 minutes avec Léa, on crisait un petit peu. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement dans la présentation. Et comme dit Léa, n'hésitez pas à chaque fois, moi je ne pourrai peut-être pas répondre en direct à vos messages qui s'afficheront, mais de toute façon, on les prendra, ça c'est sûr, à la fin. Donc, on peut passer déjà à la seconde slide, Léa. Voilà. On sait qu'on quitte assez vite un webinaire, donc je n'ai pas envie que vous me quittiez tout de suite. Voilà ce qu'on va voir ensemble, c'est en fait l'état de l'art. Et puis après, j'essaierai de vous donner les quelques conseils indispensables pour réussir justement cette transformation digitale, à la fois sur une option qui concerne l'expérience salariée, et puis des conseils avant la digitalisation et pendant. Et on aura une partie tout à fait spécifique sur le rôle du management et du manager qui a complètement changé à l'ère digitale. Et enfin, une conclusion un petit peu en clin d'œil et puis sur l'avenir. Voilà. Alors, c'est quoi la digitalisation? Ça a commencé en premier par, surtout en RH, hein, c'est tellement vaste que je ne prends que la RH. Ça a commencé en se disant il y a énormément de tâches qui sont en fait des process en RH et où il y a peu de valeur ajoutée et il y a beaucoup de temps passé. Et donc, on a vu, alors ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez là, ça part directement, on pourrait même mettre la marque employeur avant le recrutement. Mais on a les différents process, les grands process RH, ils ne sont pas tous là, mais ils sont là. Et l'idée, c'est de dire, tiens, on va mettre au niveau du recrutement, de l'intégration, de la formation, des supports qui vont permettre aux personnes d'être plus autonomes pour, par exemple, déposer leur candidature, pour, par exemple, se former avec un MOOC, ou pour essayer de trouver une mobilité dans l'entreprise. Donc, en premier, ça a été ça, et ça l'est depuis presque maintenant 10 ans, quoi, hein, cette digitalisation. Ensuite, on a un changement qui nous bouleverse tous, et vous le savez, puisqu'on en parle de façon très intense maintenant, c'est la fameuse IA et le big data. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On a la blockchain après qui assure en fait la sécurité des échanges. Mais on a besoin d'énormément de données pour faire fonctionner une IA. Et on sait que les RH commencent timidement à utiliser l'IA, mais certainement dans l'avenir l'utiliseront énormément. Et en particulier, donc, ça sera une révolution sur tout ce qui est process
décisionnelle dans les RH. Ceci étant, on verra aussi que, attention, l'IA, ce n'est pas non plus un outil magique, qu'il y a certaines précautions à avoir et surtout, il va y avoir des changements importants avec l'IA sur les responsabilités de chacun. Je vais prendre l'exemple de la médecine. Si vous avez une IA en tant que radiologue qui vous donne des éléments, vous êtes radiologue, comment vous interprétez ce que vous a dit l'IA? Est-ce que vous êtes responsable si vous avez une interprétation différente? Est-ce que vous devez forcément être d'accord? Donc ça va poser des questions assez importantes qui vont se retrouver d'ailleurs en RH. Alors, c'est une slide qui est assez intéressante parce que ça permet juste de s'apercevoir qu'on ne voit pas tous de la même façon la digitalisation. Là, on voit en fait la différence. Donc, je vais vous faire grâce. Hein, je vais pas vous faire la liste de chaque item, mais c'est assez intéressant parce qu'on voit la différence de perception entre les employés et les managers. Autant sur certains points, il y a un alignement, autant sur d'autres, on s'aperçoit qu'on va du simple au double sur en quelque sorte, est-ce que l'IA m'apporte quelque chose de positif ou est-ce que pour l'instant, je suis un petit peu dubitatif, voire sceptique. Donc, il y a quelque chose là-dessus à retenir, c'est que c'est pas parce qu'on a des leaders, des managers, des dirigeants qui sont hyper optimistes sur la digitalisation et qui doivent le faire puisque tout le monde le fait, que derrière, ça suit. Alors ça, c'est un chiffre qui m'a étonné, c'est dans la lettre des décideurs. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des échecs, mais quand même, c'est-à-dire 70% des transformations engagées ne donnent pas les résultats attendus. Et sur ces 70%, ce n'étaient pas des problèmes techniques, c'était vraiment des problèmes humains. C'est-à-dire comment on réussit à accompagner justement ces transformations. Et si on infime sur l'accompagnement, je voyais par exemple hier un article qui m'a fait frémir, c'était sur justement transformation digitale et c'était sur la communication. Et l'accompagnement était vu comme une communication. Et il y avait tout un plan de com qui était d'ailleurs très bien fait, sauf qu'on n'en est plus là. C'est-à-dire que ce n'est pas de la communication qui va permettre une adoption des nouveaux process digitaux, de la transformation digitale. Non, c'est le fait pour les salariés de comprendre ce qui va se passer. Donc on va le voir après en détail. La question, elle est là. C'est-à-dire que dans vos budgets, combien de pourcents vous avez mis pour la technique, combien pour les personnes, pour l'accompagnement humain? Alors, je vous laisse réfléchir et répondre vous à cette question, mais généralement, c'est du genre du 90%, 10%. Voilà. Alors, c'est une slide pour rappeler que justement, la digitalisation à outrance, ça ne marche pas toujours. Et on peut reprendre quelques exemples. Alors, celui du mail, je ne sais pas, il y a peut-être Carole Blanco qui est avec nous, avec qui j'ai eu plusieurs missions dans des entreprises sur justement l'utilisation du mail. Le mail, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, parce qu'à la fois, c'est un outil magique, c'est un couteau suisse, mais il a été dévoyé dans son utilisation. C'est-à-dire qu'on utilise le mail pour tout faire. Et on se demande, mais pourquoi alors on n'utilise pas la messagerie instantanée? Pourquoi on n'utilise pas le partage des fichiers? Pourquoi mais simplement parce que du point de vue expérience salariée, c'est 10 fois plus facile d'utiliser le mail que de passer sur les autres outils. Alors ça peut être parce qu'il y a des questions d'habitude, des questions culturelles, mais ça peut être aussi lié à l'ergonomie des autres produits qui sont les mêmes que le mail sur lequel on est hyper habitué. Après, dans le mail, il y a aussi toute une partie qui est comportementale. On reviendra d'ailleurs sur le management, mais ça fait frémir quand on voit qu'il y a des managers qui se servent du mail
pour manager hiérarchiquement leurs salariés. C'est quelque chose de troublant. Le knowledge management, vous connaissez peut-être, mais c'était à la grande mode il y a 15-20 ans, où on se disait qu'il faut sauver en fait le patrimoine de l'entreprise, le savoir que toutes les personnes qui vont partir à la retraite avaient. Et donc, on avait inventé un petit peu ces grandes bases de données. En fait, c'était des usines à gaz. Et il fallait à la fois convaincre les personnes qui avaient cette base de données. Et le problème, c'est que la base de données elle a été alimentée très rarement et elle devenait obsolète et donc il n'y avait plus d'intérêt. Et le knowledge management est mort de cette mort-là parce qu'il n'y avait pas assez de perpétuel. Présentiel reste indispensable. Et que même pour les personnes qui vont en formation, être dans une salle face à un écran tout seul, ce n'est pas une formation. La formation reste, pour la plupart des salariés, à un moment où il y a des nouveaux liens sociaux. Parce que, par exemple, je suis dans une formation interentreprise, parce que, par exemple, je suis dans une formation dans l'entreprise qui me permet de voir des salariés d'autres services. Mais la formation toute digitale ne fonctionne pas. Enfin, le plus récent, c'est l'employé advocacy. Et ça aussi, c'est assez troublant. C'est-à-dire que pour expliquer, bien, ils appréciaient de travailler dans cette entreprise parce qu'il y avait des valeurs, parce qu'ils avaient des projets, parce que le management était top, etc. Et quand on est à l'ère de la marque employeur, certains dans le service marketing ont trouvé que ce n'était même pas assez suffisant. Et ils se sont dit, on va essayer encore d'organiser tout ça, de digitaliser avec une application qui va permettre aux salariés de rediffuser ce que nous, la com, on va leur donner comme message. Mais ce qui est intéressant, c'est la capacité d'avoir une parole. Sincère des employés. Et là, on se dit, tiens, ce qu'il dit, on sent que c'est vrai. Là, on est en train de tuer ces ambassadeurs naturels avec, excusez-moi, mais on est en train de remplacer ça par simplement du bullshit. Alors, une petite pause humour. Je pense que certains vont... Alors, j'aime beaucoup aussi cette phrase parce qu'elle est importante. C'est-à-dire que le digital, c'est pas seulement du code. Alors, je sais que c'est très à la mode actuellement de savoir coder, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que le digital, c'est une autre façon d'aborder le travail, une autre façon même de voir l'entreprise. C'est un bouleversement de l'écosystème. C'est pas du tout une affaire, et c'est pour ça que j'ai proposé de faire ce webinaire. C'est pas du tout une affaire seulement technique. J'allais presque dire que c'est la petite partie de la technique, ou la technologie. Mais c'est vraiment une affaire aussi humaine. C'est-à-dire comment on va travailler maintenant avec ces nouveaux outils, comment certains métiers vont disparaître, comment d'autres métiers vont apparaître, comment tout ça va s'accélérer avec, comme on l'a vu tout à l'heure, l'intelligence artificielle, mais aussi demain la révolution. Alors, voilà, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur l'accompagnement pour démarrer. Donc, contrairement à mes amis de la com, j'évoquais tout à l'heure le plan, je pense qu'en
en premier, c'est vrai que quand on parle de transformation digitale, les gens s'inquiètent. Les gens se disent qu'est-ce qui va se passer au final, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que c'est des suppressions de postes, qu'est-ce que ça va changer pour moi, est-ce que tout ça me met en danger. Donc, il y a un moment où il faut, je crois d'ailleurs que c'est rassurer avant, et puis après, donner envie de s'engager aussi dans le process. Pour donner envie, il faut qu'il y ait du sens. Donc là, il faut expliquer pourquoi, et puis avoir, j'aime bien ce terme, une promesse employeur et la tenir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut s'engager aussi sur la transformation va vous permettre de travailler différemment, va vous apporter d'autres façons, etc. Et puis, il y a l'expérience salariée. Et là, il faut se mettre à la place du salarié en se disant, on lui annonce une transformation, on lui annonce qu'on va travailler différemment, que peut-être les façons hier ne seront plus celles de demain sur l'autonomie, une transversalité, un rapport à la hiérarchie, une demande aussi d'innovation qui vont être différentes. Et plus prosaïquement, lui demander, mais tiens, l'application va me servir à quoi? C'est quoi les objectifs? Au niveau méta, ça sera quoi pour l'entreprise? Eux, ils y gagnent quoi, l'entreprise, quoi? Pourquoi on me propose ça? Et moi, ensuite, moi, je gagne quoi? C'est rapporter ça avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur le knowledge management. Je pense que c'est là où, quelque part, ça a raté le knowledge management. C'est qu'on n'a pas mesuré à la fois ce que ça apportait pour l'entreprise, on le voyait bien, mais ce que ça apportait pour les salariés, on le voyait moins bien. Et les salariés ne le voyaient même pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté justement d'aller sur les espaces de knowledge management parce qu'ils n'y trouvaient plus de sens et ils n'y trouvaient pas non plus leur compte. Alors, les clés d'accompagnement, une fois qu'on a commencé et qu'on est dans le projet, c'est là où il faut accompagner et soutenir. Et c'est là où, clairement, le manager apparaît et a un rôle qui est décisif. Et donc, on voit naturellement qu'avec la transformation, le travail change aussi les lieux de travail. Alors, on le dit un petit peu parce que je parle du télétravail. Et c'est vrai que les espaces de coworking, tout ça change aussi sur comment on aborde l'accompagnement. Ce que j'ai vu, moi, dans pas mal d'entreprises qui marchait très bien, c'était le referencing mentoring. Alors, je peux vous parler, par exemple, de la banque, où c'était assez intéressant. C'était des jeunes diplômés qui rentraient dans l'entreprise et qui étaient mis en binôme avec des hauts responsables, des directeurs. Et les directeurs, bien sûr, leur présentaient l'entreprise, leur présentaient la stratégie, leur présentaient tout ce qui allait être leur métier. Et eux, les jeunes, les accompagnaient sur les outils digitaux, comment les utiliser, comment comprendre un petit peu ces nouvelles façons de travailler. Ça marchait très bien. C'est du pair-to-pair en quelque sorte. Et puis, vous avez les ambassadeurs de proximité. Ça aussi, j'ai vu un exemple dans une entreprise de transport où ils avaient mis une nouvelle application qui dotait les personnes d'écrans digitaux pour être plus mobiles, faire leur travail. Donc, ils ont fait, bien sûr, un accompagnement, ils ont fait une formation, etc. Et ils ont lâché les agents. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une RH qui a été un petit peu curieuse et qui s'est aperçue que des salariés plus jeunes aidaient des salariés plus anciens à s'approprier l'outil. En fait, certains employés
n'avait pas osé dire qu'il ne comprenait pas le fonctionnement de l'outil. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais de peur d'être jugé, d'être ostracisé, eh bien, ils avaient caché ça, mais se retrouvaient en difficulté. Et naturellement, des personnes, des collègues sont venus à leur aide. Et en fait, quand la RH s'est aperçue de ça, elle a donné des moyens à ces personnes pour pouvoir faire leur travail d'ambassadeur de proximité et d'aider toutes ces personnes qui étaient en difficulté à s'approprier les outils. Et ça a super bien marché. Alors, chacun ses valeurs. Les miennes, c'est en fait ce credo, c'est plus de digitalisation doit correspondre plus d'humanisation. Et si vous regardez les deux parties, digitalisation, management, c'est vrai que la digitalisation emmène avec elle une individualisation, une autonomie, une performance individuelle, travailler de n'importe où, l'innovation technique et de la fatigue cognitive. De l'autre côté, le manager, lui, il doit continuer à assurer qu'il y a un collectif de travail qui fonctionne. Et vous le savez, on parle de plus en plus de collaboratif, mais de l'autre côté, on est de plus en plus indépendant, on travaille d'où on veut, avec des outils qui nous permettent de travailler seul, loin de tout, avec des bases de données. C'est lui qui doit aussi assurer le lien social, la fatigue cognitive. Elle parvient à nous enlever toutes les tâches qui étaient des tâches répétitives. À ce moment-là, il nous reste valeur ajoutée. Sauf que des tâches à haute valeur ajoutée, si vous n'avez pas de pause à un moment dans la journée, je peux vous assurer que le cerveau, il surchauffe. Alors, actuellement, le cerveau, il surchauffe d'une autre manière et la fatigue cognitive, elle est en fait amenée par le fait qu'on a une morcellisation des tâches. On est à peu près, en tant que manager, interrompu toutes les 6 minutes. Toutes les 6 minutes, regardez ce que vous êtes en train de faire, la tâche sur laquelle vous êtes concentré, parce que ça, c'est des questions aussi extrêmement importantes. Alors, quelques slides sur ce management et cette évolution du management. Alors, Léa, elle a été vite sur la première. Je voulais juste... Voilà, merci Léa. On a l'impression que c'était en 1900 chez nous et que c'est seulement en Chine, mais pas seulement. Il y a toujours des entreprises qui sont comme ça. Moi, je peux vous dire que, par exemple, il y a une banque qui est en open space, où c'est des agents qui traitent des vérifications. Et, une amie qui travaille dans ce service-là m'a expliqué que, étrangement, les managers qu'ils avaient s'étaient placés à des postes stratégiques. Et ils s'étaient placés où? Ils s'étaient placés à proximité des toilettes. Donc, on imagine un petit peu cet esprit. Alors ça, c'est une image rapide pour dire qu'il y a eu un moment où, en effet, le management, c'était le présentéisme. C'est-à-dire que c'était important, c'était de rester. Alors là, on est déjà dans une autre ère où certains de partager ces idées, c'est-à-dire qu'on n'est plus non plus seulement sur affecté à une tâche, mais souvent, on a des capacités d'avoir des groupes coopératifs, de faire du brainstorm, d'apporter aussi son idée pour améliorer les services, de trouver aussi des nouvelles idées de services. Ça change complètement, du coup, la façon de manager. Ça, c'est, on peut passer vite, voilà. Alors, on peut passer Léa. Donc, rapidement, la digitalisation,
c'est sa première révolution douce. On a eu, vous le savez bien, la révolution industrielle, bien sûr. Mais là, c'est une révolution qui se fait beaucoup plus en douceur. Et pourtant, elle nous bouleverse aussi complètement. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'adapter nos organisations, nos modes de travail, management, pour tirer parti de cet outil. Sinon, ça ne marche pas. Il y a vraiment une symbiose à créer. On ne peut pas être dans le monde d'hier pour nos comportements, notre façon de travailler. Alors, je parlais du management tout à l'heure, mais vous voyez que, par exemple, le télétravail, quand on demande aux managers ce qu'ils pensent du télétravail, ils sont presque à 80% à dire que c'est positif. Quand on leur demande, alors si c'est positif, vous verriez ça plutôt positivement, qu'on mette en place le télétravail dans votre service. Et là, ils sont seulement 40% à dire oui. Les autres expliquent, non, parce que dans mon service, c'est un petit peu différent, il y a tel et tel problème, les gens doivent être là, etc. Et on le voit actuellement. Moi, je pensais franchement que le télétravail, surtout quand on connaît les problèmes actuels des transports dans certaines régions, en particulier Île-de-France, allait se propager très rapidement. Et on voit que seuls 15% apparemment des salariés sont en télétravail. Alors, le télétravail, c'est très intéressant parce que c'est aussi justement ces équilibres, ces nouveaux aménagements. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le meilleur équilibre pour le travail et le télétravail, c'est 1 à 2 jours par semaine. Au-dessus, vous avez un risque de perdre le lien avec le collectif, de perdre le lien social, d'avoir votre manager qui vous considère un petit peu d'une façon différente que ceux qu'il voit tous les jours au bureau. Et puis, vous avez aussi des choses qui sont aberrantes en télétravail. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont plus fliqués en télétravail qu'ils le sont quand ils sont dans l'entreprise. Donc, il y a des freins, vous voyez, à cette révolution douce même des modes de travail. Alors, ça, faudra lire, si vous avez le temps, le dernier livre de Dominique Turc, qui est très intéressant sur cette question. Mais si on joint ensemble l'intelligence artificielle et la révolution, on va avoir en fait, c'était, vous savez aussi, Homo Deus, on va avoir plusieurs choses. On va avoir d'une part des hommes qui vont être presque, ou des managers qui vont être augmentés par l'intelligence artificielle, mais on va avoir aussi, dans un avenir proche, des collègues qui ne seront pas forcément des collègues humains. Ça commence dans des entrepôts. Vous voyez les entrepôts de Amazon ou les entrepôts je ne me souviens plus du chinois aussi, qui est très important. C'est des entrepôts où il n'y a plus d'humains. Ce sont seulement des robots, alors qui n'ont pas du tout, bien sûr, cette tête qui ressemble à l'humain. C'est des robots qui permettent d'aller chercher les colis, de les préparer, de les envoyer. Mais quand même, c'est-à-dire que l'humain a disparu. Et la question de demain, c'est comment on va, nous, arriver à trouver notre place pour, des robots qui seront là pour... est-ce qu'ils seront là pour nous remplacer ou est-ce qu'ils seront là pour nous aider? C'est toute la question qui divise. C'est toute la question sur l'avenir du travail, sur qu'est-ce que sera le travail demain? C'est-à-dire que est-ce que demain, on aura seulement une partie de travailleurs hyper compétents qui seront dans l'entreprise et les autres seront simplement des ressources, vues comme des ressources qu'on ira piocher? Ou est-ce qu'on va créer un écosystème plus humaniste en quelque sorte, où au contraire, les intelligences artificielles et les robots nous permettront d'être sur des tâches
qui sont vraiment des tâches à valeur augmentée, qui ont du sens pour nous, et en plus disposer d'aide pour avoir des décisions plus justes et pour travailler avec une satisfaction, parce qu'on se dit, oui, là, mon travail a du sens, c'est-à-dire qu'il n'est pas répétitif, il permet d'améliorer certaines choses à la fois pour les clients et à la fois peut-être dans l'entreprise. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je suis de retour. Donc, merci Vincent pour cette présentation très intéressante. Je vois que pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, il est encore temps de poser des questions si vous en avez une. Je ne sais pas si vous, Vincent, vous avez quelque chose à rajouter. Pour l'instant, non. Libre personne. Je trouve que c'est intéressant pour. Je suppose que le public qui va nous écouter, c'est des RH. Des RH. Mais c'est plus, je conseille un livre sur la sociologie, un livre sur l'intelligence du travail demain, et avoir justement une capacité à prendre du recul par rapport à une espèce de nova-langue et des choses qui sont dites de façon répétitive et pour lesquelles on finit par se dire, bah oui, ça doit être ça. D'accord. Juste une question donc, de Fabienne qui demande ce que c'est l'AI. Ce que c'est quoi? L'AI, l'intelligence artificielle. Ah, voilà. L'intelligence artificielle, oui. Donc, alors, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, il faudrait demander à François Gueuze, mais en fait, il y a beaucoup de fausses intelligences artificielles qui sont en fait simplement des algorithmes. Et vous savez que les algorithmes, je m'excuse, je suis enrhumé, vous l'avez certainement vu. Au passage, vous voyez, le télétravail nous permet de ne pas partager mes miasmes. Donc, il y a beaucoup en fait de fausses IA avec simplement des algorithmes assez intelligents. Mais l'IA, normalement, c'est une machine learning qui, avec les datas, va être capable d'avoir des réponses, des propositions qui se rapprochent de l'intelligence humaine. Donc, c'est complètement différent des algorithmes actuels où, en plus, on a des biais cognitifs. C'est-à-dire que c'est hallucinant, par exemple, dans le recrutement. C'est les pires. Dans le recrutement, il y a des startups qui font frémir parce qu'il n'y a pas du tout d'éthique dans l'utilisation sauvage des algorithmes où on s'aperçoit qu'il y a des biais cognitifs. C'est-à-dire que la machine, pour traiter les informations et pour vous dire tel candidat est intéressant, en fait, elle répond à des critères. Et ces critères, ils peuvent être discriminants. Donc, quand on a des algorithmes, quand on a de l'IA, il va falloir avoir une sécurité sur qu'est-ce qu'on a mis dans cette boîte noire. Moi, j'ai eu des discussions avec des startups où c'était incroyable. On me disait, mais non, mais c'est pas important. De toute façon, ce qui est important, c'est la sortie. Ce qu'il y a dans la boîte noire, c'est trop compliqué, vous n'allez pas comprendre. Sauf que ce qu'il y a dans la boîte noire, c'est justement là où il y a une question éthique. C'est-à-dire que si par exemple vous vous retrouvez avec une IA qui analyse tous les derniers recrutements et qui vous dit il faut recruter ce genre de personnes parce que c'est celle apparemment qui s'intègre le mieux dans l'entreprise, bah vous faites des clones. D'accord, merci pour la réponse. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, si c'est bon pour tout le monde, donc on va clôturer ce deuxième webinaire. Merci Vincent et merci à tous d'avoir participé. J'espère que le contenu et les conseils vous seront utiles. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Au revoir.